Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Anthony Bourbon, merci de nous recevoir, fondateur de Feed. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Feed, c'est les repas pratiques et équilibrés en bar, boisson ou sachet. On a quelques-uns, on a un spécimen ici. Fondé en 2017, Feed, c'est une société qui a levé un peu plus de 30 millions d'euros de fonds auprès de plusieurs investisseurs. C'est plus d'une centaine de personnes pour faire vraiment rapide et vous êtes présent dans plusieurs pays européens. Vous étiez présent en France, à Malte, distribué à Malte même, en Angleterre et j'en passe. Avant de rentrer dans la présentation de l'interview et dans le détail de notre programme aujourd'hui, on va directement attaquer. Je t'ai préparé 3 citations que j'aimerais que tu lises de Machiavel. Alors Machiavel, pourquoi Machiavel? Parce que tu en as déjà parlé dans une interview et c'est quelqu'un qu'on apprécie à tous les deux. J'aimerais que tu les lises, si cela te convient, et que tu en choisisses une et que tu nous la commentes. Celle-ci, lorsqu'on veut qu'une armée soit victorieuse, il faut lui inspirer une si grande confiance qu'elle soit persuadée que rien ne va l'empêcher de vaincre. Je suis particulièrement d'accord avec cette phrase. À partir du moment où moi je crois que l'objectif est réalisable, c'est-à-dire qu'il faut que je sois convaincu pour pouvoir convaincre les autres, il faut que j'arrive à mettre en tant que CEO l'équipe dans un mindset positif, pas en méthode couée, basique, où on va se répéter qu'on va y arriver sans travailler, mais parce que c'est la base de l'implication, de la détermination, de la résilience, de visualiser la réussite. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, même quand j'étais très jeune et du coup très pauvre, dans une situation très compliquée, j'étais dans un appartement complètement vide, je visualisais ce que je voulais atteindre et ça me permettait de me motiver en fait à travailler. Et dès que j'avais une petite baisse de régime, je revisualisais le résultat final. Et avec l'équipe, c'est pareil, dès qu'il y a une petite baisse de régime, parce que ça arrive, il n'y a aucune croissance qui est rectiligne, on se refixe l'objectif long terme et on se rappelle qu'on n'est pas juste là pour vendre des bars, des bouteilles, mais pour atteindre une promesse et une mission qu'on a promis à notre communauté. Très clair. Écoute, aujourd'hui, avant de parler je vais parler avec toi, on va principalement parler de l'identification du client idéal, à quel moment tu as trouvé la target idéale, à quel moment tu as compris que telle typologie de client allait reconsommer, etc. On va rentrer un peu dans le détail client et de la scalabilité de Feed. On va directement repasser sur ton parcours très rapidement et j'ai une question avant de parler de Feed, c'est une question plus personnelle. Aujourd'hui, tu es seul founder, alors tu as constitué une équipe assez importante avec différents étages ou en tout cas différents C-level et des personnes sur lesquelles tu peux te reposer, mais tu es seul founder. Et il est un peu cliché dans l'univers entrepreneurial de dire « Ah, mais tu es seul founder, il te manque un alter ego qui t'apportera soit l'expertise technique, soit la vision, et j'en passe. » C'est pour ça que je veux parler de Machiavel. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Le fait d'être seul. Je pense que ça permet d'aller très vite. Ouais. Ça simplifie quand même énormément de situations. Effectivement, on n'a pas ce luxe de pouvoir échanger, de pouvoir parler avec quelqu'un qui est dans la même situation, c'est-à-dire qu'il y a des parts autant que toi. Mais très rapidement, moi j'ai constitué une structure qui était intéressante à la fois avec des investisseurs qui étaient solides et des C-level, donc des managers, des heads, qui étaient vraiment spécialistes de leur verticale et qui pouvaient justement m'apporter cette vision très opérationnelle. Donc j'ai essayé de combler le manque du deuxième fondeur et très honnêtement, ça ne m'a jamais posé de soucis. Moi je suis un solitaire, j'aime être seul et ça me plaît de réfléchir et d'assumer. Et en fait quand tu es seul, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu ne peux pas dépoussiérer ta responsabilité, tu es obligé d'assumer à 200% ce qui se passe. Et donc quand il y a un problème dans la boîte, et je le dis à toute l'équipe, c'est comme ça que je fonctionne, je suis toujours responsable. C'est-à-dire que si au CRM ça se passe mal, c'est de ma faute. Parce que c'est moi qui ai choisi la personne au CRM, c'est moi qui l'ai onboardé, c'est moi qui l'ai aidé. Donc la responsabilité remonte toujours au CEO et je ne peux pas me dire est-ce que c'est la faute de mon cofondeur ou pas. Non, il n'y en a qu'un, c'est moi. Donc j'aime beaucoup cette situation. Je sais que c'est difficile pour un VC parce qu'au final, tu as un peu un keyman qui peut lâcher à tout moment s'il est malade, s'il a un accident, s'il fait un burn-out. Je comprends que pour un investisseur ce soit compliqué. Moi, à titre perso, ça m'est arrivé d'investir dans des monofondeurs. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas de vérité. Et dans les startups, c'est un peu ce qui me gêne dans les discours qu'on peut entendre parfois, c'est qu'on va te dire pour réussir, il faut ça, 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 comme si c'était une accumulation de critères très précis, alors qu'en réalité, chaque histoire est tellement différente que tu ne peux pas savoir si ça va fonctionner. Donc si tu as un fondeur en face de toi qui est très bon ou qui est différent, ça peut marcher. Et de la même manière que 4 fondeurs en même temps auraient peut-être pu faire la même chose que ce que nous on a fait, on ne sait pas.
Donc moi, ça m'a jamais gêné, j'aime bien la situation. De base, j'ai toujours fait des business seul, même en sport, j'étais seul, je faisais de la natation, du full contact. Donc c'est toujours de ma faute si je perds ou si je gagne. Ok, donc vraiment une logique d'efficacité. Je rebondis avant de parler de feed et de cette logique de client. Je te cite, tu es là pour secouer le système, pour faire primer la méritocratie et non l'héréditaire. C'est très puissant ce que tu dis. Est-ce que tu as des exemples concrètement? Ça se matérialise dans ton univers, dans ton expérience chez Feed? Évidemment, je ne peux pas sortir des phrases comme ça et derrière ne pas assumer. Pour recadrer le contexte, moi je viens d'une famille très pauvre. Mon père était contrôleur de train, ma mère elle était vendeuse. Vraiment une enfance compliquée. À 15-16 ans, j'étais à la rue. Donc c'est pas un truc bullshit que j'ai sorti parce qu'en lisant de la philosophie, je trouvais ça bien qu'il y ait une égalité entre les différentes classes sociales. C'est vraiment quelque chose que moi j'ai vécu. J'ai connu des gens très pauvres, j'ai connu des gens très riches. Je suis capable de m'adapter et parler avec des personnes qui vivent dans la rue de la même manière que je peux parler avec des aristocrates. Et j'adore pouvoir faire ce bridge entre les deux. Et ce que j'ai observé, c'est qu'au final, l'argent seul ne faisait pas forcément le bonheur parce que quand tu n'avais pas mérité ce que tu obtenais, tu ne l'appréciais pas réellement. Et donc je suis persuadé que même si des épreuves peuvent sembler extrêmement compliquées à un certain moment de ta vie, c'est aussi ces mêmes épreuves qui peuvent te permettre de réussir à une autre. Et moi, typiquement, ma jeunesse extrêmement difficile m'apporte aujourd'hui, en toute humilité, une maturité et une détermination que ceux de mon âge n'ont pas trop en général parce qu'ils ont toujours grandi dans une opulence ou dans un confort qui était agréable. Donc quand moi j'ai commencé l'aventure Feed, et je l'ai fait avec toutes mes autres aventures précédentes qui étaient moins connues parce que pas B2C, j'ai toujours gardé en tête que la méritocratie devait leader tous mes choix. Donc par exemple, on s'en fout de tes diplômes, on s'en fout de tes écoles, on s'en fout de ce que tu as fait avant. La seule chose qui m'intéresse quand je te recrute, c'est est-ce que tu as les yeux qui brillent, est-ce que tu es déterminé et est-ce que tu vas donner ta vie pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu viens rejoindre une aventure comme Feed, tu ne viens pas chercher un travail, tu viens chercher presque un groupe. Tu vois. Je ne vais pas parler de famille parce que je trouve ça bullshit, les startups qui disent on est une grande famille. Non, c'est faux, il n'y a pas de lien. Un placard dans ça sur voilà. le mur. Non, bullshit. Tu vois. On est plutôt une équipe de sport professionnel. C'est-à-dire qu'on a tous un but, on veut aller chercher la coupe et à notre position, on est les meilleurs. Et on va s'entraîner. Et ça, c'est ce qui me plaît. Donc, on va pas, tu vois, s'arrêter à est-ce que tu rentres dans la case. On va regarder ta motivation, ta détermination. Et après, des personnes qui n'étaient pas forcément destinées à être manager peuvent largement le devenir. Hausse de salaire hyper rapide. On ne regarde que ta détermination. Ok, très clair. Je passe du coq à l'âne. Sur Feed, moi, la question, mais très, très généraliste, mais qui m'obsède à chaque fois, c'est à quel moment tu trouves le client idéal, celui qui va acheter, qui va même faire de la promotion, qui va revenir rapidement vers toi, qui va être ambassadeur, peu importe. À quel moment tu l'as trouvé et comment tu l'as trouvé? Ça a été dur et long, honnêtement, parce qu'au début, tu te bases sur du feeling. Tu es en mode startup, tu es early stage, donc tu n'as pas de data et tu dis bon, bah, les consommateurs, ça va être des sportifs ou ça va être des geeks. Et donc, tu testes, tu vois, différentes ads. Après, les réseaux sociaux, ce qui est pratique, c'est que tu peux vraiment segmenter des micro-marchés. Donc, on a commencé avec les sportifs. Après, on a travaillé beaucoup sur les geeks, on va dire les e-players, les e-gamers, ceux qui jouent énormément aux jeux vidéo. Ils aimaient les produits, mais c'était quand même un peu tatillon, ils adhéraient pas forcément à la vision. Ensuite, on a essayé les hard workers, les gens qui bossent énormément, qui sont présents à la défense, mais il manquait quelque chose. Et à un moment, on a eu un flash, pour être très honnête, ça a été après un interview qu'on avait fait avec Stéphane Soumier à BFM Business, où vraiment j'avais lâché un peu la puissance parce qu'on sortait d'une levée de fonds qui avait été longue, ça m'avait pris la tête de travailler avec des industriels et compagnie. Et on avait vraiment expliqué ce pourquoi on se battait. Pourquoi Feed était une marque différente. Et on est sorti du produit. On a arrêté de dire on vous vend un repas complet. On a commencé à expliquer Feed est une revanche sociale. Feed est la preuve par l'exemple que n'importe qui peut s'en sortir avec du travail. Oui, ce sera plus dur pour toi si tu viens d'en bas, mais tu peux y arriver. Et à partir du moment où on a eu ce discours-là, les gens commençaient à acheter Feed non pas parce qu'ils aimaient les bars ou la boisson, mais parce qu'ils avaient l'impression de voter en allant chez Franprix et en passant à la caisse avec une barre. Et c'est là qu'en fait on a raconté l'histoire et que les gens ont commencé à consommer Feed pour les bonnes raisons, pas seulement parce qu'il y avait des protéines, des lipides, des glucides, des fibres, des vitamines, des minéraux, éléments, mais parce qu'ils comprenaient qu'ils participaient à une aventure et que Feed pouvait devenir une sorte de marque générationnelle qui allait bouleverser, qui allait presque déclencher une révolution. Et tu vois, dans notre grande plateforme, c'est ça, promesse de Feed, déclencher une révolution. Ok. Donc finalement, tu n'as pas vendu un produit, mais vraiment une expérience dans laquelle tu peux te retrouver. Tu t'es absolument pas basé sur de la donnée client, j'en sais rien, pour... tu parlais justement de plusieurs sous-groupes pour aller chercher vraiment une valeur mathématique quasiment. Ce qu'on a compris, c'est qu'une fois qu'on avait posé cette promesse et cette valeur un peu
d'excellence, de dépassement de soi, de motivation, d'ambition, on pouvait la décliner. Donc en fait, on avait fait le plus dur parce qu'on avait posé notre promesse. Après, tu déclines ta mission. Donc la mission, c'était proposer de la nutrition équilibrée à différents moments de la journée, des blocs de nutrition. Donc ça, c'était facile. Et ensuite, on a créé différents slots avec une gamme classique qui va vraiment viser les gens qui veulent un repas complet, qui sont pressés. La gamme light qui va être plus féminine, perte de poids avec un objectif de préparation, on va dire, de corps pour l'été. On n'est pas dans un produit de régime, mais disons que quand tu veux faire attention à ta ligne et que tu veux commencer à manger plus léger, tu prends la gamme light. La gamme sport, où là c'est vraiment du sportif qui veut vraiment se dépenser, qui va dépenser énormément de calories, qui veut de la protéine. Et la gamme snacking, on va dire, qui est le complément où tu viens pick-up à l'intérieur à 10h le matin ou à 16h en mode petite faim. Et les différences entre ces gammes sont assez claires d'un point de vue data, parce qu'on a un data analyst qui travaille évidemment en interne, parce qu'on voit que ce ne sont pas les mêmes clients. Et donc, quelqu'un qui achète du light n'achète pas du sport, celui qui achète du sport n'achète pas du classique. C'est vraiment incroyable. Et je vais même plus loin, on a observé que ceux qui achetaient du chocolat n'achetaient pas de fraises. C'est-à-dire qu'on a des clients qui sont ultra fidèles par la gamme, par le format et par la recette. Et ça, on l'a su au bout de 2-3 ans, parce qu'au début, on n'exploitait pas assez la data. Ouais. Et en fait, on a une accumulation incroyable avec le CRM, l'acquisition, nos clients, nos cohortes. On peut savoir exactement à qui on parle. Et ça fait que quelques mois, on va dire, qu'on commence à adapter notre contenu, adapter notre dialogue, adapter nos mails. Ouais. Et on ne va pas communiquer de la même manière quand on parle au client du light que quand on va parler au client du sport. Et donc la data est évidemment la clé de toute réussite, même si au début tu dois le faire au feeling, tu dois être un peu, tu dois tenter des choses, suivre ton intuition, mais à un moment quand tu grossis et qu'il commence à y avoir beaucoup de monde dans l'équipe, la data doit être la priorité. Il y a quelqu'un dédié Oui, bien sûr, à temps plein. Il y a un mec qui fait que de la data. Ok. Autre sujet, je ne sais pas si mon chiffre est le bon, mais j'ai bien compris qu'il y avait une grosse partie de votre vente qui était directe, et c'est un luxe en fait, parce que évidemment la donnée tu la récupères, et il y a beaucoup de grandes marques, Coca-Cola & Co, qui aimeraient avoir cette donnée client. C'est une mine d'or pour vous? C'est encore une fois la clé de notre business. Ça nous permet à la fois de comprendre qui est le client zéro, est-ce que nos produits sont efficaces, est-ce qu'ils sont appréciés. Ça nous permet aussi de passer la puissance de la marque et notre vision pure et dure. Ça nous permet aussi de mieux négocier au final avec le offline et les retailers, parce qu'on leur dit écoutez, si vous ne voulez pas accepter nos prix, il n'y a pas de souci, on continue à vendre online, on a l'abonnement, on a le système de parrainage, on a le système de fidélité, on peut vivre en ayant une seule verticale. Pour autant, je ne crois plus à la DNVB, à la Digital Native Vertical Brand, où juste ça va être online, comme certaines marques de matelas qui vendaient que online. On voit qu'ils sont en train d'ouvrir des points de vente, parce qu'au final le produit, si tu veux faire vivre une expérience utilisateur, il faut que le client puisse le toucher, il faut pouvoir lui parler. Et même nous qui sommes une marque de food, c'est important de pouvoir acheter une barre chez Franprix ou Monoprix pour créer un lien de confiance. Il y a d'ailleurs les adopteurs qui vont avoir aucun problème pour acheter 20 repas d'un coup. Mais Madame Michu qui habite à Jonzac, qui a 50 ans, elle ne va pas dépenser 80 € sur son premier achat chez Feed, une marque de smart food. Elle a besoin d'aller chez Monoprix et d'acheter une barre à 3 €. Ouais, ok, très clair. Je vais te parler un petit peu maintenant de relation client, mais c'est un peu le même sujet. Moi, je suis convaincu, et on est convaincu chez Capbound, que la relation client et customer service, ça doit être central, parce qu'il y a un effet boule de neige bien connu, et tu le sais bien. Feed, c'est un produit très clivant, il faut le dire. Et justement, moi, je suppose que c'est une énorme opportunité pour vous, parce que vous devez avoir des ambassadeurs possibles. Aujourd'hui, quelle est ta conviction sur ce département, la relation client? Est-ce que vous avez une sauce spéciale et comment vous créez cet effet boule de neige? Je te rejoins à 100% sur l'importance du customer care, du SAV, on l'appelle comme on veut pour moi. Et je ne veux pas dénigrer les autres pôles, mais c'est quasiment le plus important de la boîte. C'est rare qu'on dise ça. C'est super rare, et j'ai eu une discussion encore hier avec un CEO qui avait externalisé son SAV. Je dis mec, tu fais une erreur terrible. Ouais. Tu viens de commencer ta boîte, tous tes feedbacks vont venir du SAV. C'est là que tu es au contact du client. Et c'est le client qui a acheté la plupart du temps. Donc c'est ton client qui est vraiment engagé, qui a cru en ta promesse. C'est pas en amont où le mec hésite à acheter. Là, il a déjà acheté, il a consommé. Ouais. Ses retours sont ultra précieux. On se force tous à passer du temps avec le SAV pour avoir les retours, lire les feedbacks, parler avec le client. On va même plus loin. Nous, on organise 2 fois par an minimum, 1 fois par semestre, ce qu'on appelle un KYC, un Know Your Customers, où on va les appeler un par un. On va faire des segments, on va en appeler des milliers chaque semestre. Des clients repeaters, des gens qui ont arrêté d'acheter,
des très fidèles. On va vraiment segmenter et on va leur dire pourquoi vous avez acheté, pourquoi vous avez arrêté, qu'est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous comprenez la marque, si vous deviez donner un mot. On passe du temps avec le client. Donc le SAV, on leur dit qu'ils ont évidemment un rôle opérationnel de réponse. Mais pour moi, ça c'est très basique. Où est mon colis? On va essayer d'automatiser au max ce genre de truc. Mais je suis pas content, je vais être remboursé. Bon, ça c'est de l'opérationnel. Pour moi, ça n'a pas vraiment d'intérêt, même s'il faut que ce soit bien géré. La deuxième partie, c'est la partie data. Donc nous, on leur demande du quali et du quanti. Et la troisième partie, qui est pour moi la clé, c'est l'aspect business. C'est-à-dire que toutes mes personnes qui bossent au SAV sont incentivées sur le chiffre d'affaires qui déclenche. C'est-à-dire pour moi, ce sont des commerciaux plus que des personnes qui vont répondre au téléphone. Ok. Ça, c'est assez entre guillemets, novateur que le customer service est une fonction vraiment commerciale, d'upsell généralement. Mais, une autre question, toujours dans cette même veine, et je termine un peu là-dessus, sur l'international. Comme tu le disais au début, il faut tester. Et entre la France et l'Angleterre, les coutumes, même alimentaires, sont, je suppose, sans faire de clichés, radicalement différentes. Donc, en gros, quand tu ouvres l'Angleterre, tu es obligé de redémarrer à zéro. Ou je dis une bêtise? Pas complètement à zéro, mais c'est sûr qu'il faut repasser du temps avec le consommateur, encore une fois. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des panels de tests. Donc, on va leur faire goûter les produits. On leur dit voilà, vous avez 10 produits, lequel vous gardez pour chez vous si on vous les donne tous. On va remarquer qu'il y en a, ça va être très sucré dans certaines régions du monde, d'autres, ça va être très salé. Et du coup, on adapte en fait notre offre. On a la chance d'avoir plus de 50 références et de pouvoir piocher en fait de manière un peu maligne dans ce qu'on a déjà créé. Mais encore une fois, on passe du temps avec le client et on adapte. Il y en a, par exemple, il y a un marché dont je peux pas parler parce qu'on est en train d'ouvrir, mais on voit qu'ils mangent peu. Et du coup, on va leur pousser du light parce que les autres barres, elles sont trop grosses, ils n'arrivent pas à les finir. Et il y a un effet un peu bizarre parce qu'ils ont l'impression d'avoir trop mangé quand il reste trop de barres. Donc on va leur pousser que la gamme light. Et ils aiment que le salé. Donc on va faire des gammes light salées. Et d'autres marchés, à l'inverse, aux États-Unis, ils aiment bien manger, ils veulent être remplis. Et donc du coup, on va leur pousser de la gamme sport plutôt, qui est bien surchargée. Donc c'est plus un travail d'adaptation. Évidemment, je te passe le packaging, le légal et compagnie parce que tu dois changer les packaging, changer les packs de nutrition, etc. Mais grosso modo, encore une fois, le client est la clé de tout succès. Et le CEO ou l'entreprise qui ne comprend pas que le client a toujours raison est perdu d'avance. Ça ne veut pas dire qu'il faut cracher sur ses valeurs ou cracher sur ce qu'on est fondamentalement, parce que ce que tu t'es fixé dans ta grande plateforme, tu dois t'y tenir. Nous, on a fixé des valeurs, on ne va pas les changer parce qu'un consommateur nous a dit que ça ira. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu respectes tes grandes lignes, le client sur l'opérationnel et le concret, c'est lui qui a raison et tu dois lui servir un produit qui lui plaît. Quel conseil tu donnes sur ce sujet de comprendre son client, etc. Un entrepreneur peut-être un peu entre guillemets plus jeune dans l'aventure que toi, quel conseil tu peux lui donner, notamment en termes de timing? Parce que j'ai l'impression qu'on s'en rend compte un peu trop tard de ce sujet-là. Est-ce que tu as un conseil à donner? Je dirais qu'au début, il faut aller très vite, très fort. Donc, il faut se faire confiance et oser faire des erreurs. Trop souvent, je vois des startups qui veulent faire un produit parfait avant de se lancer. Et d'ailleurs, j'ai investi dans un projet et je leur ai fait cette réflexion l'autre jour. Je leur ai dit, les gars, c'est bien de vouloir que tout soit nickel, que le carton, mais il y a un concurrent qui va arriver, qui va vous dépasser, qui va faire un produit moins bien, mais qui au moins va les vendre. Donc le français, l'entrepreneur français a tendance à trop brainstormer. Nous, pourquoi on a réussi modestement? Parce qu'on a bombardé. C'est-à-dire qu'on a fait plein d'erreurs. Mais dès qu'il y avait une erreur, clac, clac, on l'a réglée. Et on recommençait. Donc au début, j'aurais tendance à dire bombarder très fort, pleine puissance. Vous allez faire plein d'erreurs, mais vous allez apprendre énormément. Et dès que vous avez commencé à créer une traction et que vous avez la fame qui commence à arriver autour de vous, là, vous pouvez vous poser et vous pouvez limite faire un plateau. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a été très très fort les 3 premières années. Et là, on a décidé de faire un plateau un peu volontaire. On a dit, attends, calmons le jeu. On a été très vite. C'est bon, on a craqué un peu le marché français. Ça va être très compliqué pour un concurrent de venir ici parce qu'on a cloisonné tous les magasins qui existent en France. Maintenant, on se pose, on change la charte graphique, on écoute nos consommateurs. Pourquoi on a changé la brand, pourquoi on a changé les messages? Parce qu'il y a plein de mecs qui nous appelaient, qui nous disaient on adore vos interviews, vous mettez la patate, vous parlez vrai, c'est direct. Ça se ressent pas, vous faites des packaging un peu à l'ancienne avec des fruits qui volent. On a dit ils ont raison en fait. C'est pas assez feed, tu vois, c'était trop vieille marque. Là, on a bombardé des packaging avec des mots oser, réussir, ambition, détermination. Bon ben voilà, tu sais pourquoi tu manges feed, pas seulement pour remplir ton estomac, mais parce que tu vas avoir un rappel quotidien que tout est possible. Et que si nous on l'a fait, on n'est pas plus intelligent que toi, bah tu peux le faire aussi en mangeant du feed. Très clair.
On termine, si cela te convient, à un format un peu différent. Tu as un petit tableau juste à côté de toi. Je vais te citer quelques assertions, quelques phrases. Ok. Le but, c'est hyper simple. Tu mets un chiffre entre 1 à 4. 1, tu n'es absolument pas d'accord. 4, tu es tout à fait d'accord. On a fait une échelle assez courte pour que tu sois obligé de choisir. Yes. J'attaque direct. Un produit clivant permet d'autant plus de fidéliser ses collaborateurs. Un produit particulier comme le tien. On est sur un 4. Pourquoi ? Parce qu'au final, tu peux pas plaire à tout le monde. Et en étant clivant, tu crées à la fois du débat, et le débat c'est hyper positif. Nous on a eu je sais pas combien de bad buzz chez Feed, et les gens nous disaient ça y est, c'est la fin de Feed, c'est sûr et certain. Sauf qu'ils réalisaient pas qu'en fait c'était de l'awareness gratuit, et quand on était en top tweet, tout le monde en parlait, et même les gens qui disaient c'est tous des connards chez Feed, ils parlaient quand même de Feed. Et donc il y a toujours sur 10 personnes, 2 personnes qui disent je vais quand même essayer ce produit, ça va me simplifier la vie. Donc être clivant c'est pas un souci, et d'ailleurs même moi à titre personnel c'est comme ça que je suis, et ça me permet de filtrer mes amis ou mes relations, parce que soit tu m'adores soit tu me détestes, et moi je perds pas de temps avec les gens de tiers, tu vois, donc j'adore. Ok, très clair. Feed, tout simple, est une entreprise qui a de l'impact. Tu sais, l'impact c'est très à la mode aujourd'hui. On est sur un 4 aussi, pourquoi ? Ouais, parce qu'au final on est plus qu'une boîte qui vend des produits. Moi vraiment je pense qu'on va changer les choses. Je pense que c'est presque un rôle politique qu'on va prendre. Donc une société qui veut réussir en 2020 et 2021 et dans les années qui arrivent devra assumer un rôle politique, parce que le client veut s'engager, il veut vivre une expérience, et il n'est pas juste là pour acheter une barre, une boisson ou n'importe quel produit. On le sent de plus en plus même dans les grandes marques qui sont engagées sur les sujets de racisme, sur les problèmes de société. Et c'est ce que Feed fera, même si notre rôle c'est pas de prendre parti pour quelqu'un. C'est-à-dire qu'on fera jamais, on prendra pas parti pour des politiques, mais par contre on donnera les messages qu'on a envie de donner, même si ça va contre le climat ambiant. Ok, très clair. Une qui est un petit peu plus polémique, et encore c'est plutôt sympa parce que tu es à l'aise avec toutes les questions. Je me suis construit tout seul. Un peu plus dur, hein, mais... Si je pouvais mettre 5, je mettrais 5 en fait, mais j'ai pas de famille. Aujourd'hui, je ne parle à personne de ma famille. J'ai jamais eu la moindre aide. Je suis pas chanceux. Tu vois, il y a des gens qui ont de la chance. Moi, j'ai toujours dû me battre pour tout. Et c'est aussi ce qui fait que j'apprécie énormément ce que j'ai. Donc ouais, je me suis construit tout seul, mais ça m'empêche pas de vouloir renvoyer l'ascenseur aux gens qui, comme moi, sont dans la difficulté. C'est-à-dire que je veux pas tomber dans le cliché du mec qui maintenant a un peu d'argent et a réussi et va devenir infect. J'essaie de rester super connecté et de renvoyer l'ascenseur aux gens qui, comme moi, galèrent. Et c'est mon plus grand plaisir d'avoir lancé la fondation Feedback pour aider les jeunes qui, comme moi, sont dans la rue aujourd'hui, comme moi j'ai été à l'époque et qui, eux, le sont aujourd'hui. Et je vais les aider. Et ça me rappelle qu'au final, il y a des gens qui ont de l'énergie, de la motivation et qui pourront me dépasser. Et comme j'aime la compétition, je me mets déjà en compétition avec eux parce que plus tard, ils pourront me doubler. Donc tu vois, c'est un double intérêt. Je les aide eux et je m'aide moi en même temps. Juste une petite question, en aparté, on aime bien faire, généralement chez nous, chez Caporal, j'aime bien faire des métaphores par rapport au sport. Il y a un sport qui est très controversé, c'est la Formule 1, parce que c'est un sport avec beaucoup d'ambition, mais à la fois assez individuel. Est-ce que toi, tu te considères comme un pilote de Formule 1 en même temps, tu as une team derrière toi aussi, mais en même temps, une équipe de Formule 1, il y a une écurie qui est énormissime. Est-ce que c'est une bonne métaphore Formule 1, non, parce que c'est vraiment un sport... Pour moi, et je veux pas stigmatiser qui que ce soit, mais de riches, j'ai pas mal de potes qui ont fait du karting et je sais ce que ça coûte pour ensuite passer en Formule 3000, 1000. C'est vraiment un sport de riches. Moi, je suis plus dans le sport qui coûtait rien. Mes parents m'avaient fait faire de la natation parce que tu avais un maillot à acheter et une paire de lunettes, ça coûtait 40 € max dans l'année et c'était très content, tu vois, et puis tu te baignais. Bon. Donc la Formule 1 c'est trop loin de mes valeurs, j'ai un énorme respect parce qu'il faut des capacités de concentration qui sont exceptionnelles, mais c'est pas le sport que j'aurais pris. Moi j'aime les sports de souffrance, des sports qui sont purement physiques, où t'as pas besoin de matériel qui dépend de ton argent. Tu vois. La Formule 1, celui qui gagne c'est celui qui a la meilleure voiture. Je simplifie, tout le monde va gueuler, ceux qui adorent le sport, mais grosso modo si t'as pas un bon moteur tu peux pas gagner. Alors qu'à la natation, au full contact, au MMA, dans l'athlétisme, c'est juste tes jambes, ton corps qui vont avoir le mérite de te faire gagner. Donc je prendrais plus un sport comme ça. Tu t'entendrais bien avec un entrepreneur de notre portefeuille que tu connais peut-être qui s'appelle Quentin Bordage, qui fait du trail et qui va courir 150 bornes dans des montagnes comme ça. Effectivement, il a besoin que de ses jambes. Allez, une dernière. Bon, je pense que malheureusement on a mal fait le truc parce qu'on aura toujours les mêmes notes et je pense qu'on aura la même sur la dernière, mais c'est pas grave. C'est une citation que tu connais, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. La culture, et moi elle m'importe beaucoup, la culture ce n'est pas un ensemble de valeurs que vous collez sur un mur,
ce n'est pas ce que vous dites dans les discours et les réunions, ce n'est même pas en quoi vous croyez, c'est ce que vous faites et qui vous êtes. Donc c'est une citation de Ben Horowitz. Le fameux Ben. 4, évidemment, what you do, it's who you are. En fait, tu fais ce que tu es, enfin, tu es ce que tu fais, et ça marche dans tous les sens. Et moi, c'est ce que je dis à tous mes amis et à toutes mes nanas, ou quand j'en ai une, évidemment, où je lui dis, en fait, ne me dis pas je t'aime, juste montre-le, tu vois. Et seuls les actes comptent. Et mes amis, c'est pareil, je veux pas de potes qui me disent, t'es mon meilleur ami, tu peux compter sur moi, quoi qu'il arrive, je serai là. Je dis, mec, le dis pas en fait. Ouais. Juste, tu le feras. Prouve-le. Le moment venu. Et dans l'équipe, c'est pareil. Je veux pas des trucs, tu vois, nous, est-ce que tu as vu des trucs affichés au mur partout? Il n'y a rien. Il y a marqué feed. Parce qu'on n'a pas besoin de l'impacter, on n'a pas besoin de l'écrire. Le message, c'est détermination, ambition, résilience, passion. Et tu arrives à la garder au bout de 3 ans? Parce que justement, tu es un exemple. Est-ce qu'au bout de 3 ans, 3-4 ans, enfin, je n'ai pas la date exacte, mais tu continues à montrer l'exemple concrètement et à te. Voilà. Ouais, et ça, c'est dur parce que tu vois, il faut le répéter inlassablement. Et tous les nouveaux, par exemple, les onboarding, c'est moi qui les fais. Là, il y a une nouvelle fournée de stagiaires qui arrivaient. On a passé 2 jours avec eux pour leur mettre cette dose-là. En mode, voilà ce que c'est feed. Et tu dois pas le lâcher. Et même quand tu partiras de ce stage, je veux que ça te serve dans ta vie. C'est-à-dire qu'on va plus loin que la simple formation de stagiaire. Je leur ai dit hier, et on pourra leur demander tout à l'heure quand tu les croiseras, j'ai dit, je veux changer votre vie. Je veux qu'à partir du moment où vous quittiez cette entreprise, vous ayez compris que vous avez un potentiel qui est colossal derrière vous. Et je ne veux pas juste vous former pour mon offline ou mon online, je veux vous former parce que dans 10 ans, vous allez m'appeler et me dire « Tu te souviens quand tu m'avais dit que j'avais un potentiel illimité ? Et voilà ce que je suis devenu, j'ai atteint mon rêve. » Et vraiment, je pense que l'entreprise doit avoir ce rôle d'ascenseur social, d'ascenseur presque émotionnel, de te guider vers ce que tu peux devenir de meilleur. Et c'est ma grande chance et ma grande force en tant que CEO, même en tant qu'humain. Quand je vois quelqu'un, je peux te dire ce qu'il peut devenir. Tu vois, pas ce qu'il va devenir, mais ce qu'il peut devenir. Ouais. Et je sens le potentiel des gens. Et il n'y a rien de plus frustrant pour moi, que ce soit dans ma vie perso ou dans ma vie professionnelle, que de voir un destin échouer. De voir un destin qui n'est pas rayonnant, tu vois. De savoir que cette personne aurait pu faire quelque chose d'exceptionnel et que, un peu par faiblesse ou par confort, elle n'a pas été à 200%. Ça me frustre et c'est toujours hyper dur. Okay. Merci Anthony pour ton temps, hyper sympa et à bientôt. Nickel.